Direct en jeu Radio Insolite, bonjour à tous. Vous savez que Lyon est une ville lumière. Lyon a une tradition assez conséquente, à savoir notre fête des Lumières. Mais là, il y a un projet. Alors, ce projet doit se dérouler en octobre ou en novembre 2020. Alors oui, au départ, il devait se dérouler à cette date-là. Pour les raisons que l'on connaît liées au Covid, on a donc dû le reporter, réinventer aussi des choses. Et donc il se tient donc cette année, enfin, on en est heureux, à l'intérieur de cette belle cathédrale de Saint-Jean-de-Lyon. Bonjour à vous Damien, enfin, qui êtes-vous? On va se décaler comme ça on va voir. Qui êtes-vous déjà? Que faites-vous dans la vie? Moi, je suis metteur en scène, compositeur. Je crée des spectacles en France, à l'international, qui sont soit des spectacles multimédia, comme on peut les appeler, c'est-à-dire de projection de lumière, soit des spectacles avec des intervenants scéniques, figurants, comédiens, performeurs et autres. Et c'est d'ailleurs ici ce que j'ai retenu pour la cathédrale de Lyon, c'est-à-dire un spectacle qui ne soit pas dans la tradition de la fête des Lumières de Lyon uniquement, c'est-à-dire pas uniquement un spectacle d'images, de lumière tel qu'on peut les voir le 8 décembre, mais véritablement de créer un spectacle sur 1h30 dans un format long métrage qui est une sorte d'approche à la fois cinématographique, théâtrale, musicale, presque je dirais dans l'esprit de l'opéra, et de le faire au travers de l'intégration d'une centaine de figurants intervenant à chaque fois, qui sont finalement les vecteurs principaux du spectacle, au-delà de tout l'aspect hautement technologique qui les entoure. On va dire que je ne souhaitais pas que la technique de l'image l'emporte trop sur la participation humaine. Vous connaissez l'alphabet? Oui. La deuxième et la troisième lettre de l'alphabet, c'est quoi? C'est Eh ben moi, pour pas me tromper, B c'est en haut, c'est la basilique de Fourrière, C c'est en bas. La cathédrale, c'est un lieu symbolique, c'est un lieu religieux. Comment vous faites pour rentrer dedans? Ne me dites pas par la porte. Non, je n'aurais pas dit ça. Non, mais je trouve que effectivement la question est importante, c'est-à-dire que pour moi, le spectacle devait à la fois proposer une histoire, bien sûr, qui parle au lieu. On n'allait pas faire un concert de hard rock dans la cathédrale Saint-Jean. Ça va pas, non. Mais Quoique. Non mais ça va pas, non. Mais je trouvais que ce qui était important ici, c'était de proposer aux Lyonnais, mais pas que, leur propre histoire. Finalement, ce qu'on raconte, l'histoire des premiers martyrs chrétiens de Lyon, c'est l'histoire qui a soudé ce Lyon de l'époque et qui fait que Lyon est la ville d'aujourd'hui telle que nous la connaissons. Évidemment, c'est notre histoire. Bon, il n'y a pas qu'à Lyon, mais je veux dire, en tout cas, c'est l'histoire fondatrice de Lyon. Et loin de vouloir raconter l'image d'Épinal, de Blandine livrée au lion, etc., je me suis plus intéressé à des personnages romanesques qui auraient pu exister, d'imaginer des intrigues à la fois amoureuses mais aussi politiques dans tout ce qui s'est joué à cette époque-là. C'est-à-dire les chrétiens ont été martyrisés, mais il y avait une raison politique, diligentée à la fois par Marc Aurèle, l'empereur de l'époque, qui pourtant était un empereur plutôt philosophe et sage, mais qui, bon, pour des raisons que l'on expose d'ailleurs dans le spectacle, à un moment donné a décidé de faire payer aux chrétiens ce qui se passait à Lyon et en Gaule à cette époque-là, c'est-à-dire un certain nombre de calamités, d'événements pas très heureux. Il fallait trouver des boucs émissaires. Ça rappelle des histoires pas très lointaines qu'on a connues pendant la Deuxième Guerre mondiale ou autre. Et finalement, les chrétiens persécutés de l'époque sont à la fois, je dirais, le peuple juif persécuté pendant la Seconde Guerre mondiale, mais aussi, quelque part, on le voit à travers certains des acteurs, sont aussi des espèces de premiers résistants de la première heure, finalement bien avant les résistants de 40 qui ont fait de Lyon la capitale de la résistance aussi. Et j'ai envie de dire 2000 ans auparavant, on avait déjà à Lyon, je crois, cet ancrage fort d'une certaine forme de résistance. Et c'est ce qu'on va voir aussi à travers ce spectacle-là, à travers les témoignages, les actions de tous ces protagonistes. Lyon va être à la fête puisque dans quelques jours, on va avoir le Festival Lumière. Évidemment, on va évoquer le cinéma Lumière. On va avoir aussi le 9 et le 10 juste devant.
une évocation, puisque on va avoir une fête gallo-romaine, carrément. C'est important l'histoire. La question est très basique, hein, mais je trouve qu'elle est essentielle et fondamentale. C'est important l'histoire. Oui, l'histoire c'est important parce que je trouve que, alors pas simplement pour la cathédrale, mais je trouve que lorsqu'on voyage, lorsqu'on est dans un lieu et qu'on ne connaît pas tous les enjeux qui ont été ceux d'une époque qui a disparu, on voit finalement que la partie émergée de l'iceberg, ne serait-ce que la cathédrale. Finalement la cathédrale, elle est sublime, une pierre magnifique. Je crois que personne ne sait, ou très peu, savent que la plupart des pierres qu'on voit dans la nef sont des réemplois des édifices romains de l'époque qui étaient là. D'ailleurs, c'est une certaine forme d'ironie d'histoire, c'est-à-dire que ceux qui ont persécuté les chrétiens à l'époque se retrouvent aujourd'hui, entre guillemets, emmurés dans la cathédrale à travers tous ces éléments de pierre qui leur ont été repris. Alors, c'est pas une forme de vengeance des chrétiens du Moyen-Âge, mais c'était. Voilà, il y a une sorte finalement de perpétuel mouvance, recommencement qui se fait au gré de cette histoire. Donc on a encore une fois une cathédrale qui livre aujourd'hui un message de pierre qu'on peut voir. Et derrière ce message de pierre, il y a tout un nombre de symboles effacés par le temps, mais que l'on peut retrouver. Et quand on fouille un peu, on redécouvre cette histoire. Moi, ce qui m'a intéressé quand j'ai créé le spectacle, c'est qu'on m'a communiqué autour du personnage d'Irénée. Personnellement, et je le confesse, c'est d'ailleurs dans une cathédrale, c'est de bonne loi, mais je ne connaissais pas bien, je connaissais pas du tout même l'histoire, qui est bon, un personnage très important pour l'Église, mais toujours est-il que moi, je me suis attaché à essayer de trouver dans ce personnage-là quelque chose de fort dans le message qu'on allait délivrer. Et il y a une lettre qui a été faite et éditée par ce personnage-là. Et cette lettre-là, c'est celle qui raconte finalement tous les événements qui se sont déroulés à cette époque-là. Et la manière, finalement, l'approche qu'on a choisie pour le raconter fait qu'on est plus baigné dans un film qu'autre chose. Et c'est ça que j'espère avoir la petite prétention de faire, que les gens ressortent de la cathédrale avec en eux cette histoire finalement, cette histoire forte de la naissance de Lyon, qui est vraiment celle que l'on peut découvrir encore une fois en fouillant, en exhumant un peu la pierre, et qui n'est pas celle qui s'affiche de manière ostentatoire un peu partout. Donc il faut se retrouver. Et oui, l'histoire est importante parce qu'au fur et à mesure, vous avez des strates de chaque époque qui effacent celles des précédentes. Il faut à la fois faire un travail d'archéologie, je dirais culturelle et historienne pour retrouver ses racines. Et dernière question, alors celle-là, c'est la plus sympa. Vous êtes prêts? Je suis prêt, oui. On est à 26 jours, c'est une première mondiale. Oui, on est à 26 jours. J'ai pas... Et c'est une première mondiale. Et c'est une première mondiale dans le sens où... Vous ne dormez plus, vous ne mangez plus, vous ne respirez. Je suis effectivement très, très à l'écoute et je surveille un peu tout parce qu'il y a à la fois toute la création du spectacle et puis il faut s'assurer que tout fonctionne sur le plan technologique et c'est quelque chose qui, encore une fois, vous l'avez rappelé, est une première mondiale dans un tel endroit, c'est-à-dire une cathédrale, qui combine à la fois l'image et la participation physique d'un certain nombre d'intervenants et performeurs. On a déjà eu des choses en lumière ou en image, des autres choses avec des intervenants, mais pour la première fois ici, dans un tel lieu, ça c'est quelque chose qui n'a jamais été testé. On en fait les frais, on en essuie les plats, je ne sais pas, mais en tout cas on va tout faire pour que ce rendez-vous soit un rendez-vous, on va dire, inoubliable pour le public et aussi parce que je trouve que dans la situation sanitaire qu'on a connue, c'est une heureuse chose que de pouvoir enfin ressortir et de proposer dans cette fenêtre temps qui apparaît comme étant plutôt propice aux sorties, puisque là on voit que les données nationales tendent à montrer que le Covid recule, et c'est tant mieux. Donc on est heureux qu'enfin on puisse pouvoir proposer ce spectacle ici à Lyon, et bien sûr on attend de nombreuses personnes. Je sais que les réservations marchent plutôt bien, évidemment il reste encore beaucoup de place, mais voilà, on est à la fois très impatient
Et dans le même temps, plus il nous restera de temps pour terminer, de peaufiner les choses, mieux ce sera. Donc voilà, c'est un sentiment assez partagé. On a hâte d'y être, et en même temps, quand on sait tout ce qui reste à faire, on apprécie le temps que l'on a encore devant soi. Alors justement, vous avez très bien clôturé. Comment est-ce qu'on fait pour réserver, pour venir? Alors pour réserver, on va sur le site internet lyonetdelalumière.com. Et dessus, il y a toute une démarche à suivre qui est très simple. On réserve et on choisit ses dates. Donc c'est du 22 octobre au 11 novembre, à raison de 2 représentations par soir, sauf le premier soir où il n'y en a qu'une. La première, il faut se roder. Et surtout, il y a 2 horaires. Donc le premier à 18h30 et le deuxième à 21h. Si bien qu'on peut venir soit avant de manger, soit juste après avoir mangé dans un des chouettes restaurants, des petits bouchons lyonnais qu'il y a tout autour de la cathédrale. Ah bah parfait, si on peut mettre la pub. Vous avez une montre? Ah non, j'ai pas de montre. Mais vous n'avez pas besoin en fait. Non, je sais pas. En tout cas, j'ai l'horloge astronomique. Bah alors, je vous laisse présenter 30 secondes l'horloge astronomique. Allez-y. Non, voilà. Prenez le micro parce que moi je vais faire un. Voilà. Donc l'horloge astronomique qu'on voit ici, donc c'est une horloge qui a une grande importance dans le spectacle, puisque on raconte au départ du spectacle, dans le premier tableau, on raconte quels sont les 2 personnages que l'on voit sur cette horloge. Donc je ne sais pas si on voit ici, mais en tout cas on a une première statue qui est la statue de Saint-Irénée, qui est le second évêque de Lyon, qui a succédé à son prédécesseur, forcément, qui est donc l'évêque Pothin, que l'on redécouvre ici. Et Pothin, comme Irénée, sont 2 des personnages que l'on retrouve tout au décours du spectacle. C'est-à-dire que la première scène d'ouverture du spectacle se situe dans la cathédrale médiévale. On est emmené grâce à un papa et son fils jusqu'à cette horloge astronomique. Le petit garçon interroge son père quant à tous ces signes, tous ces cadrans un peu mystérieux, presque ésotériques, j'ai envie de dire, dans un lieu aussi spirituel qu'est la cathédrale de Lyon. Il l'interroge sur ce qu'ils évoquent. On voit les signes zodiacaux. On voit que finalement les cadrans peuvent à la fois rendre compte de fêtes religieuses, d'événements astronomiques, et que tout cela effectivement est combiné à une lecture assez hermétique de prime abord, mais pour qui sait la déchiffrer, on a des choses très intéressantes à lire. Et toute cette horloge qui est ici va se retrouver grâce au spectacle en images dans la nef, et donc permettre finalement aux spectateurs de voyager dans le spectacle. Vous réservez, vous venez du 22 octobre au 11 novembre. Merci à vous. Merci.